Bienvenue dans le débat de France 24. C'est sa semaine. Rarement depuis son élection il y a 3 ans, Donald Trump aura eu droit à pareille configuration astrale, une telle conjonction d'opportunités. Successivement, le coup d'envoi raté dans l'Iowa pour les primaires de ses opposants côté démocrate, son discours sur l'état de l'Union la nuit dernière devant un Congrès divisé comme jamais, avant son acquittement dans quelques heures par le Sénat où la majorité républicaine mettra à coup sûr un point final à la procédure de destitution qui occupe depuis 6 mois les médias et les esprits. Le décor est planté, reste à vendre le bilan du premier mandat et pour cela on peut compter sur un VRP nommé Donald Trump. C'était donc la nuit dernière. Éléonore Vanel. C'est devant un Congrès divisé que Donald Trump s'apprête à prononcer son discours. Signe de cette rupture, le président américain refuse ostensiblement de serrer la main à Nancy Pelosi, la chef démocrate de la Chambre des représentants. Ovationné par les élus républicains, Donald Trump commence par vanter les succès de son mandat et ses promesses tenues. Il y a 3 ans, nous avons initié le retour de la Grande Amérique. Ce soir, je me tiens devant vous pour partager des résultats incroyables. L'emploi prospère, les salaires explosent, la pauvreté et le crime sont en chute libre, la confiance est de retour. Profitant de cette tribune, Donald Trump a abordé tous les thèmes de sa campagne à venir pour la présidentielle de novembre. Son mur contre l'immigration mexicaine, son intention d'interdire l'avortement tardif ou encore sa politique étrangère qui a déjà fait ses preuves selon le président américain. Notre stratégie a fonctionné. Il y a quelques jours, nous avons signé un nouvel accord révolutionnaire avec la Chine qui va défendre nos travailleurs et apporter des milliards et des milliards de dollars au Trésor américain. Tout ça en ayant peut-être la meilleure relation qu'on ait jamais eue avec la Chine. Invité au Congrès, l'opposant vénézuélien Juan Guaidó, que l'administration Trump a reconnu l'an dernier comme président légitime de ce pays d'Amérique latine. À aucun moment, la procédure de destitution n'a été évoquée, mais ces dernières semaines ont marqué une rupture définitive entre les deux camps politiques. Une dizaine d'élus démocrates ont d'ailleurs boycotté ce rendez-vous institutionnel et signe manifeste de son désaccord, Nancy Pelosi a attendu la fin du discours du président pour en déchirer symboliquement une copie. C'était la chose la plus courtoise que je pouvais faire. Donald Trump traverse une bonne période avec un acquittement très probable ce mercredi par le Sénat et 49% d'opinion favorable selon un sondage, son score le plus élevé depuis le début de son mandat. Alors, simple effet d'optique, ou bien Donald Trump aborde-t-il réellement l'élection dans 9 mois en position de favori? On en débat avec vous, Célestine Bollon. Bonjour, vous êtes journaliste indépendante et vous enseignez à l'école de journalisme de Sciences Po Paris. Je précise que vous êtes également américaine. Voilà, pour ceux qui nous regardent. Également avec nous, Anne Désine, vous êtes professeure émérite à Paris-Nanterre, auteur des États-Unis et la démocratie. C'est paru en novembre chez l'Harmattan. Également parmi nous, Alexandre Andorra, politologue, spécialiste des États-Unis. Vous avez co-signé avec Thomas Negaroff une géopolitique des États-Unis. C'est paru aux presses universitaires de France. À noter également que vous êtes cofondateur du site d'agrégation de sondage polsposition.com. Et puis enfin, Paul Reen, Communication Officer pour Republicans in France, les Républicains en France. Président. En fait, ouais. Pardonnez-moi, alors il faut qu'on actualise nos fiches. Merci de le faire pour nous en tout cas. Merci, bonsoir. On va revenir sur ce discours. Vous l'avez trouvé bon, Célestine Bollon, ce discours de Donald Trump? Enfin, je pense que c'était plutôt un discours de campagne. Et donc, c'est ça que les démocrates l'accusent d'avoir fait. Bon, est-ce que c'est vrai tout ce qu'il dit? Comme toujours, c'est pas tout à fait vrai. Mais c'est vrai que c'est pour lui un moment très propice dans tous les côtés. Enfin, il a été acquitté, il va être acquitté, pardon. Et les démocrates sont en désarroi. Donc, il a su se faire à l'exercice parce qu'il faut se souvenir quand même, sa première année de mandat, lorsqu'il rentre à la Maison-Blanche en 2017, beaucoup trouvaient son style, disons, quand même peu orthodoxe en matière de discours. Oui, il a continué. Et voilà. Il a continué, il a fait un show, en fait. C'était ça que beaucoup de démocrates ont trouvé pas très digne. Pas très digne, voilà. Paul Reen, en refusant de serrer la main à Nancy Pelosi, est-ce que franchement Donald Trump n'aurait pas pu épargner aux Américains ce mode un peu confrontationnel, disons? Nancy Pelosi vient de destituer ce président. Donc, il n'a pas serré la main ni avec Nancy Pelosi, ni avec son vice-président Mike Pence. Donc, je ne sais pas. Pour vous, on en fait beaucoup sur cette affaire. Il n'y a pas eu un signal quand même qu'il a voulu envoyer
envers Nancy Pelosi et les électeurs démocrates. C'était rapide. Un mépris. Il y a énormément de gens vraiment vu. Mais enfin, il y a une inimitié qui est quand même visible. Il ne l'apprécie pas, c'était quand même assez clair, le body language, comme on dit. Mais les démocrates attaquent et cherchent des excuses depuis 3 ans à destituer ce président. Et malgré ça, il a fait énormément de résultats. Bill Clinton, c'est compréhensible quand même qu'il n'a pas voulu de serrer la main. Bill Clinton, lors de son discours sur l'état de l'Union en 1999, il a serré la main à l'époque de Newt Gingrich. Mais je sais qu'on me reproche de ne pas aimer M. Trump, mais là, j'ai presque envie de lui donner le bénéfice du doute. Il est quand même un peu stressé. Tout a l'air de bien tourner pour lui. C'est vrai que ça se passe très mal dans l'Iowa, qu'il va être acquitté ce soir. Mais il a sans doute été briefé par ses conseillers. Surtout, vous ne parlez pas de l'impeachment, surtout ceci. Moi, j'aurais tendance à dire, peut-être il était stressé, il a donné les discours et il est parti. Il n'a pas fait exprès. Disons que je mettrais, il y a eu beaucoup d'animosité partout ailleurs, de la part de tout le monde. Mais à ce moment-là, oui, je lui donne le bénéfice. Et Nancy Pelosi qui déchire le discours, là, c'est un acte délibéré, d'après vous, ou ça lui échappe? J'ai été extrêmement surprise. Il y a toutes les interprétations, parce qu'elle a toujours essayé de maintenir le maximum de décorum. C'est elle qui disait à ses troupes, quand même, nous sommes le Congrès, on se tient correctement, etc. Et quand je l'ai vue, alors on nous dit c'est l'émotion, mais enfin c'est très délibéré qu'elle a déchiré. Elle l'a fait en plusieurs morceaux pour être sûre que la caméra avait bien le temps de saisir. Il n'y a pas d'ambiguïté. Non, là, je elle crois était en colère, je pense. Voilà, elle est en colère, et c'est vrai. On parlait de mensonges. Le Washington Post, qui fait du fact-checking, a rencontré, alors selon qu'on est gentil, on va parler d'hyperbole ou d'imprécision, mais enfin, grosso modo, 31 mensonges. Le plus énorme étant les démocrates veulent détruire votre couverture médicale. Et là, il y a eu des hurlements de la part des démocrates en disant non, non, c'est vous qui détruisez. Et c'est vrai que le département de la justice est dans les tribunaux pour démanteler, pour obtenir l'inconstitutionnalité de la loi santé d'Obama. Donc, mais des mensonges comme ça, il y en a 31 au total, mais plusieurs très très gros comme celui-ci. Alexandre Andorra, on va revenir avec vous sur le discours dans un instant, mais plus généralement, vous qui suivez aussi l'évolution des enquêtes d'opinion, il revient du diable Vauvert, Donald Trump, non? Quand on voit où il était il y a encore un an même, et où il se situe aujourd'hui, y compris dans les enquêtes d'opinion, puisqu'un institut assez sérieux comme Gallup le donne aujourd'hui, disons, à égalité entre opinions favorables et défavorables. Ça semblait impensable il y a encore un an ou un an et demi. Alors moi, du coup, en général, ce que je réponds quand on me cite un seul sondage, c'est qu'il ne faut pas regarder un seul sondage. Il faut regarder l'ensemble des sondages. L'ensemble des sondages le met au-dessus de 40% de popularité. Oui, voilà, 43% en ce moment à peu près, 43,5%. Donc, c'est pas ridicule pour un président qui cherche sa réélection. Non, c'est pas ridicule. Là où j'aurais du coup 2 points peut-être de désaccord avec ce que vous avez avancé, c'est que du coup on est quand même assez loin du 50-50, on est quand même sur une approbation nette négative, et donc ça peut être ça sera un handicap pour la Gallup, présidentielle. Pas que Gallup. Oui, pas pour Gallup, mais quand vous prenez la moyenne des sondages, il y a un certain nombre de sondages qui l'ont toujours mis effectivement plus haut que d'autres. Voilà. Oui, bien sûr. C'est pour ça que c'est intéressant de prendre une moyenne, en fait. Voilà. C'est parce que ça compense les différents biais de chacun des biais statistiques de chacun des instituts de sondage. Donc il y a ce côté-là. Et puis il y a le côté qu'en fait la popularité de Trump elle est quand même relativement stable depuis le début du mandat en fait. Au tout début du mandat il a perdu beaucoup, mais depuis franchement quand vous regardez cette courbe là, la courbe de moyenne, franchement c'est très très stable, il est descendu vers 36% à peu près de désapprobation, mais sinon il est toujours aux alentours de 40%, c'est vraiment très stable, et parce qu'en fait il a été relativement mal élu, dans le sens où il est très aimé d'une certaine partie et très détesté d'une autre partie de la population, et donc en fait il a du mal à convaincre la partie qui le déteste beaucoup. Il faudrait quelque chose d'énorme, une bombe atomique pour que la partie qui l'adore le déteste. Cherche-t-il, la partie qui ne l'aime pas beaucoup, cherche-t-il même à lui plaire? Quand on regarde le discours d'hier, on a l'impression qu'il a pris acte une fois pour toutes, et depuis un certain temps déjà, du fait que de toute manière, il ne mettrait jamais d'accord entre les Américains, et d'ailleurs, ce n'est même pas son objectif, semble-t-il, non? Oui, alors, c'est toujours un peu difficile avec Trump, parce que surtout sur un discours d'1 heure et demie comme ça, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se contredire. Mais effectivement, il a plutôt une tendance à être toujours dans son personnage à lui, très clivant. Il est comme ça, quoi. Et donc vraiment à mettre les Américains les uns contre les autres. Mais hier, quand même, dans le discours, il a accentué à certains moments sur
les mesures qu'ils ont soi-disant prises pour les femmes, pour les Afro-Américains, pour les minorités en gros hispaniques. Polisser un petit peu son image. Hein, non, moi là je pense que c'est pas polisser, là je pense que c'est vraiment qu'il essaie de montrer qu'il a mis en place des mesures pour ces électorats-là dont il aura besoin en novembre pour l'élection. Il a perdu clairement du terrain sur ces électorats-là qui étaient déjà... Mis sur l'électorat féminin et afro-américain ? Il aura besoin, il n'a pas besoin de cet électorat, besoin en entier de cet électorat-là, mais il a besoin d'une petite partie quand même, et il a perdu du terrain sur ces électorats. Célestine Bolen, si on fait le bilan quand même, est-ce que c'est pas ça finalement la surprise, c'est que Donald Trump, président relativement mal aimé de l'establishment républicain en 2016 lors de la précédente campagne, aujourd'hui est sans doute le plus populaire, en tout cas auprès de l'électorat républicain, depuis Ronald Reagan? Oui, enfin je trouve ça difficile à comprendre, et en plus il a dépassé, il est maintenant plus populaire que Obama était à la même époque pendant son dernier mandat. Donc moi je trouve ça aussi assez étonnant. Mais auprès du cœur de son électorat, il fait aujourd'hui un carton plein, non? Je pense que pour moi le mot qui s'adapte le mieux à Donald Trump, c'est pas politique, c'est culte. C'est vraiment comme un leader, un type qui a un secte autour de lui-même, et c'est pour ça un peu qu'il a tenu le Republican Party, excusez-moi, mais un peu... Il y a une approche méthodique quand même pour conquérir ce parti, parce qu'encore une fois, quand on se replace en 2016, le parti, il n'est pas lui-même issu du parti, il a d'ailleurs été ancien électeur démocrate, il a contre lui, face à lui, une quinzaine de candidats qui, eux, sont des candidats de l'establishment, qui ne l'acceptent pas, jusqu'à voir même Ted Cruz lors de la convention républicaine appeler à la liberté de vote, ce qui semble totalement impensable aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Moi, je pense que ce qu'il utilise, c'est vraiment... Enfin, c'est un grand mot, mais c'est la peur. Dans le sens que pas autocratique ou pas dans ce sens-là, mais dans le sens que si on va contre lui, il va lâcher des attaques considérables sur leur terrain. Donc tous ces membres du Congrès, les sénateurs et tout ça, ils ont peur de l'opposer. Parce que lui n'a pas la retenue des politiques, il est prêt au découp bas. Pour eux dans les élections locales. Donc je pense que il y a un parallèle qui aussi, je sais que notre ami va pas d'accord, mais c'est un peu le McCarthyisme dans un sens. C'est que ça veut dire qu'on n'ose pas, même si on sait que ce qu'il a fait, c'était pas bien, il n'ose pas le dire ou le contrarier. Voilà. Paul Lewin, pour rebondir sur ce que vient de dire Célestine Bolen, d'abord, est-ce que vous vous sentez l'âme d'un dévot face à un culte, face à un gourou, en l'occurrence Donald Trump? Et plus généralement, est-ce qu'effectivement, il n'y a pas, d'une certaine manière, une logique naturelle du pouvoir aux États-Unis qui fait que, de toute manière, le camp du président se rallie, quoi qu'il arrive, au président? C'est toujours marrant un peu pour moi d'entendre les argumentaires comme ça. Oui. Et c'est typique. Excusez-moi, avec respect, c'est toujours le même. C'est toujours la même chose. C'est pas alors original. Expliquez, justement. C'est pas original. Une culte, une secte, qui joue avec le peur, division. C'est pas vrai. C'est pas ça du tout. Et ça me montre qu'il y a beaucoup de gens quand même qui ne va jamais comprendre. Il n'y a pas une starification de Donald Trump? C'est quelqu'un qui... On se souvient qu'il n'avait pas les expériences politiques, jamais, avant qu'il ait été élu président. Et il y a une différente façon de travailler. Oui. Il exerce le pouvoir différemment. Il voit les choses qu'il faut faire et que les autres présidents, même les présidents républicains, n'ont pas osé à faire. Et lui, il a fait des promesses et il a fait les résultats. Vous le comparez à Reagan de ce point de vue-là? Il est même mieux que Reagan en quelque sorte. Par son style, évidemment, est brusque, c'est brut, il n'est pas si poli. Mais c'est quelqu'un qui vient de New York. Il dit ce qu'il pense. Mais ses résultats, c'est les choses importantes. Vous le trouvez courageux, il ne se laisse pas influencer par le politiquement correct. Prendre les décisions difficiles pour améliorer l'économie
Et on peut dire qu'il a fait les mensonges, 31 mensonges. C'est typique. Les fact-finders, ils toujours trouvent il n'y a pas 36 vérités, il n'y a pas de vérité alternative quand même. Il n'y a pas 31 mensonges. Mais l'État... Ils ne mentent jamais. Bien sûr, tous les politiciens mentent. Mais les vraiment résultats sont très, très impressionnants. Et ça, c'est les choses importantes. Surtout l'économie et la sécurité sont des sujets très importants pour les Américains. Et les gens peuvent moquer le président tous les jours, toutes les semaines, mais c'est le peuple américain, surtout les minorités, qui sont positives en ce moment. On va l'écouter sur un sujet sur lequel on l'a beaucoup critiqué. D'ailleurs, on a beaucoup disserté sur son absence de résultats. C'est sur ce fameux mur avec le Mexique. Écoutez-le. Un grand mur est en train d'être construit tout au long de notre frontière sud. Nous avons achevé plus de 100 miles de mur et nous aurons achevé bientôt les 500 miles qui restent. Anne Désine, à l'image de ce que disait Paul Wynne à l'instant, est-ce qu'on ne peut pas créditer Donald Trump, qu'on soit d'accord ou pas avec ses idées, d'une certaine constance? Ce mur, il en parle depuis le premier jour. Tout le monde en tout cas, ses opposants ont tous moqué cette idée. Pourtant, il y tient toujours aujourd'hui encore. Oui, certes, mais il avait promis que le mur serait payé par le Mexique. Malgré tous les atouts de l'accord USMCA avec le Mexique, je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de dollars de l'accord qui aillent pour payer le mur. Donc c'est petit 2 pour continuer à construire le mur. Il a confisqué de l'argent qui avait été alloué par le Congrès au Pentagone pour mettre des millions dans la construction du mur. Alors, continuer à vouloir faire le mur en violant la Constitution et en empiétant sur les pouvoirs du Congrès, moi, ça me pose quelques petits problèmes. Et puis, une étude récente a montré que l'entretien du mur, les morceaux qu'il a construits, coûterait des milliards de dollars. Et en plus, il y a des endroits où il faut ouvrir le mur, parce qu'au moment où il y a les crues de printemps, si on n'ouvrait pas le mur s'effondrerait. Et donc, pendant ce temps-là, n'importe qui peut passer. Donc, alors effectivement, il a de la constance, mais il a de la constance pour quelque chose qui n'a pas l'abominé. Même les démocrates sont prêts à ce qu'il y ait des détections de, je sais pas comment on dit, de sensoriel, etc., de détecteurs de mouvement, voilà, des détecteurs de mouvement, etc., et des choses un peu plus utiles et intelligentes pour contrôler la frontière, car il faut contrôler la frontière. Mais c'est vrai, il fonce, mais bon, les chiffres de l'économie aussi. On va évoquer l'économie dans un instant, mais en tout cas, voilà. Il a peut-être contribué à faire évoluer les mentalités, mais vous continuez à dire que sur ce mur, en tout cas, ce n'est pas la bonne approche. On va en reparler dans un instant. C'est déjà la fin de la première partie du débat. Restez avec nous. Le discours sur l'état de l'Union de Donald Trump, c'était la nuit dernière. Vous l'avez peut-être suivi d'ailleurs en direct sur France 24. Et nous, on y revient avec toujours à mes côtés Célestine Bolen, journaliste américaine indépendante, enseignante à l'école de journalisme de Sciences Po, avec Anne Désine, professeure émérite à Paris, à Nanterre, auteur des États-Unis et la démocratie à l'Harmattan, avec Alexandre Andorra, politologue spécialiste des États-Unis et également cofondateur du site d'agrégation de sondage polsposition.com. Et puis enfin avec Paul Wynne, qui dirige Republicans in France. Merci encore à vous quatre d'avoir accepté ce débat. Ça a été évidemment un des moments importants de l'intervention de Donald Trump la nuit dernière, son bilan en matière économique. Jamais les États-Unis n'ont été aussi forts, a dit le président américain. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le taux de chômage, par exemple, est à un plus bas historique, 3,9%. C'était... Allez, à peine plus, il faut bien le dire, lorsqu'il est entré à la Maison-Blanche, 4,9, mais beaucoup plus à l'orée des années 2010, puisqu'on était à 9,6% au milieu du premier mandat de Barack Obama. Que s'est-il passé depuis? On va voir ça dans un instant. La croissance, elle est légèrement en baisse, mais ça reste tout de même 2,1%, sensiblement plus qu'ici en France, par exemple. En revanche, et ça c'est peut-être le point noir, aussi bien le déficit budgétaire que la dette publique sont en hausse constante. Alors on va l'évoquer à présent avec vous. Célestine Bolen, pour vous, le bilan économique de Donald Trump, difficile de dire que pour les Américains, en tout cas, ça ne va pas mieux aujourd'hui qu'il y a 4 ans et encore plus qu'il y a une quinzaine d'années. Oui, enfin, je pense que oui, c'est vrai. Et je pense que c'est pour ça qu'il est très fort maintenant, enfin plus fort dans les sondages que peut-être on aurait pu penser. Mais c'est vrai que beaucoup de gens vont beaucoup mieux.
La question, c'est quand il a commencé à un moment où ça devenait mieux déjà, que tout ce qu'a fait Obama a déjà été en réalisation. Oui, il a ajouté plein de taxes, oui. De baisse d'impôts très très forte, massive. Pour les grandes compagnies, mais oui, ça a eu cet effet. Et donc, il ne faut pas nier, mais je pense que c'est pas sûr ce qui va se passer. Et ce n'est pas complètement lui qui a tout fait. Voilà. Paul Wynne, c'est parce que Barack Obama avait su redresser le pays après la crise léguée par George W. Bush qu'aujourd'hui Donald Trump en tire les fruits? Non. Oui, c'est vrai que, évidemment, le taux de chômage a descendu, surtout pendant le deuxième mandat d'Obama. Mais elle dit quelque chose de très important. C'était Trump qui a fait la réduction des impôts. Oui. Et ça avait un impact très, très, très fort. Et pas que pour les riches, comme les démocrates toujours disent, c'est pour les riches seulement. C'était pour les moyennes classes et pour les entreprises. Et ça créait une motivation et les incentives pour les entreprises qui sont quittées les États-Unis quand les impôts étaient trop hauts, à retourner aux États-Unis. Et ils ont ouvert les bureaux et les nouvelles usines qui a créé des milliers, en fait des millions de gens, de nouvelles postes de travail. Trump a promis 3 millions de nouvelles postes de travail en 2016, avant qu'il était élu. Et tous les démocrates ont moqué, c'est pas possible. Il a créé 7 millions en 3 ans. Ces baisses d'impôts que vous évoquiez à l'instant, vous n'êtes pas inquiet qu'elles aient été financées sur le coup par du déficit public? On se souvient, ce compteur qui tourne sur Times Square, bien connu, on voit la dette publique américaine qui augmente à vue d'œil. Mais je crois que c'est vrai que quand il y a beaucoup plus de gens qui travaillent, même s'ils payent moins des impôts, ça crée un total de plus. Le problème, et c'est un des problèmes que je suis d'accord que Trump n'a pas encore adressé, est le déficit. Parce que il y avait des batailles avec les démocrates sur le budget. Et il avait des autres priorités. L'économie était quand même forte, mais il était d'accord avec les budgets trop en termes de dépenses. Oui. Il doit changer ça. Anne Désins, ça va être ça peut-être le deuxième mandat de Donald Trump s'il est réélu. Est-ce qu'il va s'attaquer au déficit budgétaire? Et puis, ces emplois, ils ont vraiment été relocalisés aux États-Unis grâce aux politiques de Donald Trump? On fait dire, il y a un spécialiste ici, à peu près n'importe quoi aux statistiques. Effectivement, Trump dit 7 millions. Lorsqu'on regarde les autres chiffres, on est plutôt à 2 ou 3. Lorsqu'il avait dit on va rapatrier les chaînes de valeur depuis la Chine, pas du tout. Les chaînes de valeur, elles ont effectivement quitté la Chine, mais elles sont au Vietnam, par exemple, elles sont dans d'autres pays d'Asie. Et donc, la situation économique, moi, ce qui m'a frappé pendant le discours, c'est qu'on a le sentiment que Trump n'est pas en compétition électorale contre Sanders, Warren et les autres, mais contre Obama. Il essaie de gommer. Il rejoue le match encore. Exactement. Il essaie de qu'il n'a pas disputé, d'ailleurs, en 2016, faisant semblant d'oublier que Obama a trouvé une situation dramatique et qu'il a quand même profité de ces 2 mandats pour redresser assez bien la barre. On peut penser aussi que les baisses d'impôts, elles ont essentiellement pour but de profiter aux riches, quand même, c'est surtout aux riches et aux grosses entreprises que ça profite, et puis d'essayer de maintenir et de prolonger artificiellement un cycle économique. Un cycle économique, c'est 7-8 ans, c'est déjà un peu plus. Vous pensez que c'est une bulle qu'il est en train de construire, Donald Trump? Il aimerait bien que la bulle n'éclate pas avant novembre. Les chiffres que vous montriez à l'antenne, c'est ahurissant. Avec les chiffres d'Europe, de Maastricht pour l'euro... Oui, il ne serait pas qualifié, ça c'est sûr. Ça c'est sûr qu'il ne serait pas qualifié. Enfin, en même temps, il y en a qui sortent aujourd'hui. Peut-être que ce n'est pas forcément désirable pour tout le monde d'être qualifié pour l'euro. Alexandre Andorra, vous avez l'impression que Donald Trump, il peut infléchir, il peut changer de politique et demain faire de la réduction de déficit, ce qui sera peut-être d'ailleurs plus difficile que de baisser les impôts, parce que ça, tout le monde est d'accord. C'est toujours plus dur. Non, honnêtement, je pense que dans mon esprit, la probabilité que si Trump gagne un deuxième mandat, il s'attache surtout à la réduction du déficit, elle est assez faible, principalement parce qu'en fait, le déficit, c'est un
vous vous y intéressez quand vous êtes dans l'opposition, en fait. Bill Clinton s'y était intéressé, lui, au pouvoir, avec des effets. C'est vrai, mais parce que, justement... Mais bon, après, voilà, d'un point de vue économique, effectivement, c'est plus intéressant d'essayer de réduire le déficit quand vous êtes dans une bonne situation économique comme actuellement, plutôt que de relancer l'économie avec des impôts, des dépenses publiques, en fait. Mais bon, ça, c'est à part. Là, on n'est pas sur un plan politique. Tous ces républicains comme Paul Ryan, qui avaient fait de la baisse des dépenses et du déficit, justement, leur cheval de bataille, ils sont où aujourd'hui? Oui, justement, déjà... honnêtement, historiquement, quand Reagan était président, le déficit, c'était pas du tout un problème. Hein. Le déficit a énormément augmenté. C'est pas du tout un problème. On parlait de twin déficit d'ailleurs, budgétaire et commercial. Exactement. Il était petit à l'époque. C'est ça. Donc, c'est en général, quand vous êtes dans l'opposition, que ça vous intéresse, c'est un bon talking point, quoi. Oui. Mais il y a ce côté-là, ce côté un peu structural de la politique, et pas que américaine. Et il y a aussi le côté... réorientation du Parti républicain qu'a opéré Trump. Parce que, franchement, le Parti républicain, aujourd'hui, sous Trump, n'a vraiment plus grand-chose à voir avec le parti des débuts des années 2010. Hein. Vous le disiez, avec le Tea Party, le Fiscal Conservatives, etc. Et puis même sur la politique étrangère, sur les barrières douanières, les choses comme ça, sur l'économie. Enfin, le parti a vraiment changé sur l'immigration. C'est beaucoup plus fort. Avant, le Parti républicain était plus amène à l'immigration, clairement. Donc, il y a aussi cette lame de fond qui fait que Trump a aussi changé le Parti républicain. Il ne faut pas oublier ça non plus, quoi. Paul Ryan, vous êtes plus proche du Parti républicain d'avant, peut-être, celui de Bob Dole, celui même peut-être de George W. Bush ou de George Bush père ou de celui de Donald Trump? Pour le moment, Donald Trump, parce que les temps sont changés aussi. Après le 11 septembre, c'était un différent monde. Il y avait beaucoup de républicains qui ont voulu que George W. Bush a pris d'action en Moyen-Orient, en Afghanistan et tout. Et maintenant, c'est différent. C'est le temps d'arrêter ça, arrêter de crier les nations, dire les néocons, c'est plus populaire maintenant. Vous êtes plus proche des partis de droite en Europe aujourd'hui que vous ne l'étiez avant, par exemple? Vous êtes plus proche des partis de droite, des partis de droite européens, des partis conservateurs aujourd'hui européens, non? Non. Je ne vois pas des grands changements. Non, pas de droite. Je ne vois pas des grands changements en termes de conservateurs. Trump fait les choses nécessaires aujourd'hui que la plupart des conservateurs cherchent. Il retrouve une cohérence peut-être. On va évoquer le camp d'en face parce que pendant que Donald Trump, lui, évidemment, triomphe sur son bilan, eh bien, les démocrates, eux, se cherchent un adversaire à Donald Trump, justement, et ils trébuchent dès la première marche dans l'Iowa. 2 jours après le scrutin auprès des militants, eh bien, on attend toujours de connaître les résultats définitifs de ce caucus, les résultats dont l'annonce a été reportée pour cause de bugs informatiques. Seule certitude, le statut jusque-là favori de l'ancien vice-président Joe Biden vient d'en prendre un coup. C'est Pete Buttigieg, le modeste maire de South Bend dans l'Indiana, qui semble en passe d'emporter la mise. C'est une surprise, Célestine Bolen, et quelles seront les conséquences de ce vote? On a glosé pendant 24-48 heures de ce désastre en termes d'image. Qu'en restera-t-il dans une semaine, dans un mois, et quelles sont les conséquences politiques? Je pense que tout le monde était absolument fasciné par ce désastre qui était un peu humiliant, très humiliant pour le Parti démocrate, surtout en Iowa. Mais je pense que dans un sens, c'était bon pour Joe Biden parce qu'on n'est pas concentré sur des très mauvais résultats qu'il a eus. Donc, si on aurait eu les résultats tout de suite, on aurait dit, oh, défaite Biden, et voilà, et on avance. Là, Joe Biden donné 4e, pour celui qui est encore considéré peut-être alors qu'il est, on va voir, comme le favori. Contre un maire d'une petite ville que personne presque connaît, enfin, c'est assez extraordinaire. Mais je pense que ce qu'il faut faire pour les démocrates maintenant, c'est ça le plus grave, c'est qu'il y a un modéré, le Pete Buttigieg, qui est bien sorti de ce scrutin, et Bernie Sanders. Et c'est 2 ailes différentes du parti. Qui a fini roue dans roue, effectivement. Et avec Buttigieg, est-ce qu'on peut dire aussi, est-ce qu'un maire d'une petite ville est prêt de devenir président des États-Unis? Est-ce qu'il a la carrière qu'il faut? Ça, c'est une question. Et Bernie Sanders, il s'appelle socialiste, et ça aux États-Unis, c'est un gros mot. Hein. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ça, c'est la même chose que le communisme. Donc,
ça va être difficile de faire... Oui. De trouver entre les deux un vainqueur potentiel, un adversaire solide pour Donald Trump. Il faut souligner que c'est vraiment le premier, c'est toujours un peu à côté. On passe la semaine prochaine. Donald Trump avait perdu l'Iowa il y a 4 ans, il faut le rappeler, face à Ted Cruz. Puis ça va à New Hampshire, puis après, dans 3 semaines ou quelque chose, ça va être dans le South Carolina. C'est complètement autre chose. Donc, oui. Anne Désine. Gagner l'Iowa, ce n'est pas important dans le camp républicain. En revanche, il y a une certaine prévisibilité dans le camp démocrate, puisque tous ceux qui ont remporté l'Iowa ont ensuite remporté l'investiture démocrate. Donc il y avait tout cet enjeu, et cet enjeu a été jeté. Un bellwether, comme on dit, un indicateur de tendance. Voilà, et donc, comme on n'a pas les résultats, alors il y a beaucoup de plaisanteries, les comédiens, les comiques, etc. Mais comment voulez-vous, ils ont tous 80 ans, ils ne peuvent pas faire une app informatique, ou bien le jeu de mots app. Apocalypse, etc. Mais les démocrates, c'est pas bon. Et bien sûr, il y a en plus Trump et son fils qui, par Twitter, alors justement, on va voir d'aviver les tensions. En disant it's rigged. Il qualifie le caucus démocrate, vous allez le voir par tweet, Donald Trump, il s'en est donné à cœur joie tout au long de la journée d'hier, mais il le qualifie donc de désastre absolu. Le seul gagnant, rien ne fonctionne, vous le voyez, exactement comme lorsqu'il, au pluriel, les démocrates dirigeaient le pays. Rappelez-vous le site Obamacare, c'est vrai que c'était le site lancé à l'époque par Barack Obama au moment du lancement de sa réforme de santé qui avait été, de l'aveu général, un échec. La seule personne qui peut revendiquer une très grande victoire dans l'Iowa la nuit dernière est Donald Trump, donc qui d'ailleurs par ailleurs a remporté 97% des suffrages, mais il faut dire qu'il était le seul candidat vraiment sérieux dans son camp côté républicain. Alexandre Andorra, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que c'est grave ? Est-ce que ça peut se reproduire ? Le Nevada, qui organise à son tour un caucus le 22 février, a dit « Rassurez-vous, on n'utilisera pas la même application ». Quelles conséquences en tirez-vous ? C'est assez intéressant quand même, en tant que... Enfin, je pense pour la plupart des chercheurs, parce que, en fait... souvent, de plus en plus, il y a un débat autour du fait que ça soit l'Iowa qui commence, qui donne, qui soit le kick-off des petit État rural. Hein. Alors que c'est un petit État rural qui en fait représente pas du tout les États-Unis. Et donc forcément, ça donne. Mais comme c'est le premier, les médias sont très très concentrés dessus, et donc ça donne un premium énorme à celui qui gagne. Une influence disproportionnée. Ah oui, clairement. Pourtant, il y a que 41 délégués, mais. Mathématiquement, c'est pas important, mais alors médiatiquement, ça l'est. Et médiatiquement, c'est hyper important. Alors justement, pétard mouillé médiatiquement. C'est ça, voilà. Et du coup, là, c'est très intéressant parce que en fait, je pense que ce qui est possible, c'est que la conséquence, ça soit un peu comme s'il n'y avait pas vraiment eu les caucus en Iowa, et qu'en fait, c'est pas clair, quoi. On sait que bon... Même avec Biden 4e, on n'en tirera aucune conséquence. Non, mais là, c'est déjà... Bon, Biden, c'est pas dans le Midwest qu'il est censé faire ses meilleurs scores. Hein. Oui, il attend la Caroline du Sud et le Nevada, qui sont les deux États sur lesquels il mise. Là, c'est beaucoup plus sa coalition. Mais entre-temps, il y a New Hampshire qui peut perdre à nouveau. C'est ça, mais c'est Sanders qui est surtout très fort en New Hampshire, donc ça va être intéressant de voir. Et normalement, Sanders va sortir quand même de l'Iowa renforcé, parce qu'il est premier ex aequo, de toute façon, avec Buttigieg. Donc, c'est ça qui va être important. Mais du coup, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, là, la course, d'habitude, l'Iowa restreint le nombre de candidats. Là, ça va pas vraiment être le cas. Ça relance encore plus la course. Je pense qu'en fait, c'est bizarre, parce que c'était une grande semaine pour la politique américaine, mais en fait, il y a encore 8 mois... C'est un peu trop excité. Beaucoup de ce dont on parle maintenant va être oublié. Enfin, même impeachment. Je pense que ça va être tombé dans le fleuve, en fait. Pauline, vous pensez aussi... Alors, on avait vu Donald Trump aussi tweeter ces derniers jours en disant « Attention, ils sont en train de refaire le même coup que la dernière fois à Bernie », parce qu'effectivement, Bernie Sanders était estimé, avait en tout cas estimé que le leadership du Parti démocrate avait joué contre lui en faveur d'Hillary Clinton. Donald Trump en a beaucoup joué, effectivement, en insistant sur le fait que, pour lui, Bernie Sanders s'est vu voler sa victoire. C'est peut-être justement Bernie Sanders qui va sortir gagnant cette fois. Est-ce que vous y avez vraiment intérêt ? C'est vrai que Bernie Sanders, c'est le seul qui montre un enthousiasme, pas à le niveau de Trump, mais mieux que les autres démocrates. Donc, Buttigieg, vous le craignez Bernie, ou pas ? c'est au moins, il est authentique. Oui. Et il est toujours là, après 4 ans, il revient. C'est impressionnant quand même. Donc, et je crois qu'il sera toujours 1 ou 2 pour tout le course. Et Trump parlait de le fait que le comité démocrate change les règles pour les débats maintenant. Donc, il change les règles que Bloomberg peut entrer dans les débats.
Donc, il n'a pas concouru dans l'Iowa et ni dans le New Hampshire. C'est pas normal. Donc, c'est ça que c'est pas juste pour les autres, vous avez etc. Pour vous, il y a un adversaire que vous craignez plus côté démocrate? Plus? Non. Buttigieg, il vous fait pas peur parce que c'est la nouveauté quand même, c'est le facteur jeune. Parce que oui, mais c'est toujours le même Bernie. Oui. Donc, pour nous, Pete Buttigieg. Pour nous, il y a seulement deux stratégies pour les démocrates. Il y a anti-Trump, je ne suis pas Trump, et socialisme. Oui. Il y a une compétition entre les démocrates qui peut faire les promesses pour plus des choses gratuites. Oui. Et c'est tout. Donc, je ne crains pas une candidate. Mais la chose importante, excusez-moi, le dernier point rapide, que vous avez dit que ce n'est pas très grave pour Joe Biden. C'est un peu grave pour Joe Biden. Il y a vraiment la pression. Moi, je pense que... Vous avez dit, excusez-moi, il y a beaucoup de pression qu'il ne va pas gagner New Hampshire, comme on a dit, mais c'est mettre la pression vraiment sévère qu'il gagne en Nevada et Caroline du Sud. Il y a de l'argent qui suit. Et j'ai lu qu'il n'a pas un grand trésorerie non plus. Donc, mais ça ne change pas grand-chose. Il devait déjà gagner dans les autres États, dans le Nevada, dans Caroline du Nord, il devait déjà gagner. S'il ne gagne pas dans ces États, il a beaucoup de problèmes. Mais le fait qu'il ne gagne pas dans le New Hampshire et dans l'Iowa n'est pas un gros problème pour lui. Buttigieg, s'il ne gagne pas au New Hampshire et à Iowa, là, il a un problème. Et vous avez dit que Iowa n'est pas représentatif des États-Unis. C'est vrai que c'est représentatif de le Midwest et le centre des États-Unis. Qui va jouer beaucoup, effectivement, des États qui pèseront dans l'élection. Anne Désine. Je voulais dire simplement qu'on se polarise sur ces 4 États. Oui. Mais en fait, une fois qu'on aura fini... Après, on est déjà dans le Super Tuesday. Oui, mais on aura... Enfin, le Parti démocrate aura donné 4% des délégués. Donc, en fait, ce qui est important, c'est le Super Tuesday, où là, tout d'un coup, on sera à 38%. Oui, mais vous savez comment c'est. Oui. Les premières primaires, en général, jouent énormément sur les mentalités et peuvent sceller la fin d'une carrière politique. Souvenez-vous de Jeb Bush, qui avait dû abandonner très tôt. C'est vrai, mais là, on a tellement de candidats. Alors, Buttigieg, moi, je l'ai souvent défendu, bien avant, quand personne ne savait qu'il existait, et encore moins prononcer son nom, parce qu'il est quand même, il est assez centriste, il joue toujours la carte de l'unité. Il est jeune, il est extrêmement structuré, extrêmement cultivé, il a combattu en Afghanistan. Et quand il dit, de toute façon, les électeurs, ils ne s'en rendent pas compte pour le moment, c'est pour ça que Biden est haut dans les sondages, parce qu'on pense que lui, peut-être il va être élu, parce qu'il rassure, il est centriste. Il dit non. Quand on regarde les dernières victoires des démocrates, c'était des nouveaux venus sortis de nulle part. Bill Clinton en 92, Obama en 2008. Et ça, c'est en train d'infuser. Mais ma crainte, c'est justement, comme les partisans de Bernie Sanders ont très mal apprécié ce qui s'est passé en 2008, si c'est Buttigieg qui devrait prendre la tête, est-ce que les partisans de Sanders vont accepter de voter pour lui? Et il y a une autre chose. Voler une deuxième fois par l'establishment du parti. Et d'ailleurs, ce qui prouve qu'il y a du malaise dans l'Iowa, alors que les habitants de l'Iowa sont très conscients de leur rôle et ils ont envie de bien faire, c'est que c'est le même taux de participation qu'en 2016, c'est-à-dire assez faible, et pas du tout le taux de participation de 2008 Obama. Après, là, il y avait vraiment aussi beaucoup d'événements en même temps, c'est rare. Là, il y avait l'impeachment, il y avait le Super Bowl dimanche, il y avait vraiment plein de choses en même temps qu'on fait, je pense, qui ont agi sur le. Quand on est motivé, on y va. Mais après, c'est vrai que je pense que l'un des éléments les plus importants de Buttigieg pour les démocrates, c'est sa compétitivité dans les zones rurales, en fait, où les démocrates ont vraiment des problèmes et où Trump est fort, et alors que Sanders, par exemple, lui, est fort comme Hillary dans les grandes villes et dans les villes universitaires. Oui, quand on regarde les comtés de l'Iowa, c'est très intéressant de voir ceux que Buttigieg a remportés. C'est ceux où les Américains ont voté Obama, ont voté Trump, et il est en train de reprendre. Reste une donnée, Célestine Bolen, le vote des minorités, la minorité afro-américaine, la minorité latino, les femmes qui ne sont d'ailleurs pas une minorité, mais une majorité numériquement. Celles-là, elles votent plutôt Biden pour l'instant. Pour l'instant, mais la question est-ce s'il reste candidat, je pense qu'il va rester quand même Super Tuesday, il va bénéficier de ces votes. Mais la question pour Buttigieg, en fait, c'est ça, qu'il n'est pas très populaire. Et surtout, 2% de popularité avec les Afro-Américains et aussi avec les jeunes qui sont très engagés. Voilà, vous nous donnez déjà le ticket côté démocrate. Merci beaucoup à vous, Anne Désine. Merci également à Célestine Bolen. Merci à Alexandre Andorra et à Paul Reen des Républicains d'avoir été avec nous. On continue.